retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Daniel Jean, qui est le fondateur du ministère Talitha Kumi. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Super, merci beaucoup d'être avec nous. La semaine dernière, tu nous as présenté dans la rubrique Culture et Médias avec Nadine le ministère Talitha Kumi, vraiment l'organisme, à quel point le Seigneur avait déposé un fardeau sur ton cœur et puis tu avais démarré cet organisme. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur dans comment le Seigneur t'a appelé à porter ça, comment il a déposé un fardeau sur ton cœur et puis raconter quelques anecdotes de ce que tu vis sur le terrain quand tu te déplaces là-bas et des aventures finalement que tu as rencontrées avec ta femme lorsque vous êtes allés là-bas. Parfait. Donc, pour résumer rapidement, ta femme et toi, vous aviez fait un voyage touristique auparavant en Indonésie. Donc, vous connaissiez un petit peu le pays, mais il y a un envers du pays que vous n'aviez pas vu, un envers du décor que vous avez découvert plus tard. Mais toi, un jour, tu étais chez toi et tu as regardé un reportage, un documentaire sur la prostitution au Cambodge. Et puis là, il s'est passé quelque chose vraiment de très fort dans ton cœur à ce moment-là. Oui, en fin de compte, en rétrospective, je me rends compte que tout ça a commencé bien avant. Ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire 55 ans, se souviennent probablement de la série Bob Moran. Et dans cette série-là, il vivait beaucoup d'aventures en Indonésie. Parce que je ne l'ai pas connu, là. Il faut m'instruire. Non, Hein? non, c'est ça, c'est Henri Verne. En plus, c'est un Français qui a créé cette série-là. OK. Et j'ai tout le temps eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout le temps eu un intérêt particulier pour les peuples de l'Asie. Tout le temps, on a commencé à voyager, ça fait à peu près 10 ans, et j'ai tout le temps voulu aller en Indonésie ou dans d'autres pays. Puis en fin de compte, ce qui nous a amené en Indonésie, c'est que notre premier voyage, c'était l'été. Alors, notre été à nous, ça correspond à des températures très élevées au Cambodge, au Vietnam, puis dans ces pays-là, tandis que l'Indonésie, ça va. Donc, on a visité le pays, puis effectivement, on est tombé en amour avec le pays, avec les gens sont très gentils. Et quand j'ai écouté ce reportage-là sur le Cambodge, j'ai été vraiment, vraiment touché. J'ai pleuré à plusieurs reprises pendant le documentaire. Puis je suis chrétien depuis longtemps, donc je savais que la tristesse que je ressentais, elle venait pas de moi. Je sentais vraiment que c'était le Saint-Esprit qui avait le cœur brisé en voyant ces jeunes filles-là qui étaient trafiquées. Et à la fin du reportage, j'ai commencé à demander à Dieu qu'est-ce que je pourrais faire. Puis comme je suis photographe, j'ai eu l'idée de faire un reportage photo sur le sujet. Mais sur vraiment la prostitution en Indonésie, ce n'était pas juste un reportage photographique de l'Indonésie de manière touristique. Non, c'était vraiment, dans le fond, je demandais à Dieu qu'est-ce que moi je pouvais faire, parce que décider de combattre la prostitution dans le monde, c'est quand même... gros mandat. Oui, mais ça, c'est une autre affaire. Je savais aussi que l'appel que je ressentais était tellement quelque chose d'impossible humainement que ça pouvait juste venir de Dieu. Mais en premier, je ne savais pas que j'allais aller en Indonésie. C'est juste que quand j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai découvert vraiment l'ampleur du problème parce qu'on parle beaucoup du Cambodge, du Vietnam, de la Thaïlande, avec raison. Sauf que l'Indonésie, c'est le pays qui exporte le plus de prostituées. C'est vraiment c'est incroyable. Il y a 300 000 femmes recensées. Dans la prostitution. Ouais. Hein. Donc, recensées, énorme. ça veut dire que c'est la pointe de l'iceberg. Effectivement. Puis 30 de ces femmes-là, c'est des jeunes filles. Donc, quand j'ai vu ça, là, j'ai écrit à plusieurs ONG pour leur proposer, dans le fond, leur dire, j'aimerais faire un reportage là-dessus. Est-ce que vous pouvez m'accueillir? Puis le lendemain, il y a un organisme, d'ailleurs, un seul qui m'a répondu. Et le lendemain, puis j'étais même très surpris parce qu'il me donnait beaucoup d'informations, parce que je me suis dit, bon sang, si je serais un pédophile en quête de terrain de chasse, il me semble qu'il n'est pas très méfiant. Mais tout ça est orchestré par Dieu. Oui. Ça a pris 1 an et demi à peu près. On a appris à se connaître sur WhatsApp. Mais quand même, il fallait que je parte là. On ne savait pas ce qu'on s'en allait. On ne savait pas qui allait nous accueillir. Est-ce qu'ils vont être là? Est-ce qu'ils vont nous amener d'un traquenard? Mais
moi, je suis un aventurier dans l'âme. C'est ça, donc ta femme et toi, vous avez pris les billets d'avion, vous êtes partis là-bas, Oui, rencontrer ce monsieur que vous ne oui, connaissiez pas finalement, oui. et il était là, sur place. Ah, ben oui, finalement, tout s'est bien passé. Il est venu nous trouver à Jakarta, puis après ça, on est parti pour le nord-est de l'île de Java. Où est-ce que... Il y a quoi de spécifique là-bas sur cette île? Pardon? Il y a quoi de spécifique là-bas, justement? C'est là où il y a vraiment beaucoup de prostitution, c'est ça? Ben, il y en a beaucoup partout, mais particulièrement les Javanais sont défavorisés par rapport au restant des Indonésiens, sont sous-scolarisés, sont extrêmement pauvres. Et le district où est-ce qu'on était, ça s'appelle Indramayu. Et traditionnellement, depuis 1500 ans, c'est des fournisseurs de prostituées parce que les rois de l'époque, les rois de Java, ils recyclaient leurs courtisanes en prostituées quand ils n'en voulaient plus. Et tranquillement, c'est devenu, dans le fond, malheureusement, culturellement accepté. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a vraiment stupéfiés quand on est arrivé, c'est l'extrême banalisation de la prostitution. Nous, moi, je m'attendais à devoir travailler caché de loin avec un téléobjectif, puis qu'il allait y avoir des gars avec des gros bras qui allaient peut-être nous courir après, puis tout ça, mais zéro danger. J'aimerais ça vous raconter à quel point ça a été une aventure palpitante, puis on a risqué nos peaux, mais pas en tout. Pas du tout. Mais pas pantoute. D'ailleurs, c'est ça, il y a des bordels partout, partout, partout. Contrairement à ce qu'on pense, c'est la prostitution en Asie, c'est les locaux. Ça fait partie de leur culture, de leurs mœurs. Donc, c'est pas le tourisme sexuel. Donc, c'est pas les étrangers qui font vivre ça. C'est très, très peu d'étrangers. Ça va être plus au niveau, dans le fond, de la pédophilie. Parce que l'île de Bali, par exemple, on le sait pas, mais c'est vraiment une plaque tournante de la pédophilie dans ce coin-là. Mais où est-ce que nous, on était, c'était vraiment dans le fond, ils profitent de la pauvreté pour des trafiquants approchent des familles, puis dans le fond, c'est les familles donnent leurs enfants. Donnent leurs enfants, finalement, qu'ils les vendent un peu c'est ça. à la prostitution. Et vous avez eu l'opportunité de faire un interview, un genre de reportage vraiment dans un bordel où vous avez interrogé des prostituées. Comment ça s'est passé, ça? Ben, plusieurs interviews dans ce genre-là, mais il y en a une en particulier qui nous a vraiment frappés parce que là, c'était tellement surréaliste. Écoute, j'étais assis dans le bordel avec mon épouse, avec mon chauffeur, mon guide et traducteur, avec 4 prostituées, avec la proxénète. Puis ma femme et moi, on se regardait et on se disait, mais ça se peut dessus. On est assis dans un bordel, on est en train d'interviewer des prostituées comme si de rien n'était. C'est fou. Ça nous a coûté une fortune de bière, la proxénète, dans le fond, parce que là-bas, malheureusement, la prostitution, ça marche pour les filles. Ils gardent la majeure partie de leurs gains et les proxénètes gardent à peu près 20 mais font de l'argent sur l'alcool. Donc, ils se sont payés à la traite. 6 bouteilles de bière, ça nous a coûté 100$. Donc, en gros, pour pouvoir interroger les filles, il fallait commander des bouteilles de bière qui coûtaient un bras, il faut dire ce qui est, c'était complètement extrême. Oui. On n'a pas bu parce qu'elle était chaude. En plus. Et ces femmes-là, comment elles vivent cette prostitution-là? Vous avez vu de la misère dans les vies là-bas? Ben, c'est sûr que quand on regarde dans leurs yeux, ce qu'on voit, c'est vraiment une grande tristesse. Mais sur les photos, on ne le voit pas. D'ailleurs, le journal La Presse a refusé de publier mon reportage sous prétexte que tu vas interviewer des prostituées. Ils sont misérables, mais ils sourient ces photos. Alors que je leur ai expliqué, mais c'est parce qu'en Asie, la pire chose qui peut arriver à un Asiatique, c'est de perdre la face. Donc, peu importe les circonstances, il va sourire. Mais elles sont détruites à l'intérieur, finalement. Sauf que quand on regarde mes photos, c'est pas l'impression nécessairement que ça dégage parce qu'elles veulent sauver la face. Mais d'un autre côté aussi, beaucoup de ces prostituées-là étaient comme honorées qu'un journaliste canadien s'intéresse à elles. Ouais. Surtout que c'est pas une région touristique. Donc, on était les premiers Canadiens à mettre les pieds là. En plus, c'est quelque chose. Des gens blancs comme nous, ils n'en voient pas. C'était nouveau pour eux. Oui. Et l'année dernière, vous êtes donc chaque année à peu près, vous essayez d'aller là-bas pour voir comment, parce que donc, vous travaillez en collaboration avec l'ONG. Et l'année dernière, le Seigneur t'avait vraiment mis à cœur de rédiger un texte pour présenter l'Évangile, parce que la plupart de ces personnes là-bas sont musulmanes.
Oui, ben, c'est ça, il y a pas d'église. C'est une grosse préoccupation pour nous. On aimerait beaucoup qu'une église s'installe là. Mhm. Mais pendant un des jeûnes, à ma grande surprise, le Seigneur m'a inspiré un texte à lire aux employés avec qui on travaille. Puis moi, je pensais lire ça à 3-4 personnes. Puis finalement, on était une trentaine parce qu'il y a un groupe communautaire de jeunes filles dirigé par une femme exceptionnelle là-bas. Ils sont venus à la réunion de staff aussi. Mhm. Et ironiquement, Dieu s'est servi d'un musulman qui était mon traducteur pour annoncer l'Évangile à des musulmans. Alors, l'ironie ne nous a pas échappé. Mais Wow. je n'avais pas dit à ma femme d'avance que j'allais faire ça parce que c'est sûr que je prenais un énorme risque. Mhm. Parce que là, dans le fond, si la relation était bonne, ça passait. Sinon, je me suis dit, bon, ils vont couper les ponts. Oui, tout le travail en fait de relation Ouais. pouvait tomber à l'eau en fait. Mais je me suis dit, bon sang, une âme humaine, c'est inestimable. Ouais. Puis si on fait juste les sortir de la prostitution, mais on ne leur annonce pas l'Évangile, on fait une bonne job, mais on passe à côté de l'essentiel. Donc, j'étais prêt Mhm. à prendre ce risque-là et Dieu a béni. Les gens ont très bien accueilli ça. Puis on continue à travailler avec eux autres. Et ça a très bien passé. Il y avait des petits amens par-ci par-là. Parce que amin, ça existe aussi chez les musulmans. Mais Donc ça a passé, ouais. oui, c'était vraiment surprenant. Hein. Ouais. Puis aujourd'hui, l'avenir de Talitha Kumi, qu'est-ce que c'est? Quels sont les projets d'avenir et qu'est-ce que vous allez continuer à faire? Ben, c'est sûr que, dans le fond, ça va dépendre, c'est toujours une question de finances, Ben hein, oui. parce que c'est sûr que il y a 90 000 filles à aider, on en aide 19, donc il en reste 89 981 à aider. Fait que je me couche souvent en entendant ces filles-là appeler à l'aide, c'est quelque chose. Mais on aimerait, c'est sûr qu'on veut développer dans le village où est-ce qu'on est. On aimerait ça qu'une église s'installe là aussi, mais on aimerait ça être présent à Jakarta, puis dans différentes villes qui sont des points névralgiques pour la prostitution, dont une qui s'appelle Medan, qui est sur l'île de Sumatra, que les prostituées empruntent avant de quitter pour Singapour. Fait qu'on aimerait ça, dans le fond, avoir une organisation là pour pouvoir au moins leur donner une dernière chance avant qu'ils partent, leur dire, regarde, si tu ne veux pas y aller, viens-t'en, on va prendre soin de toi. Donc, on a des gros projets, mais des très petits moyens. C'est ça, c'est ça. Écoute, on voit que Dieu, dans le fond, Dieu, il ne peut pas nous donner une grosse organisation internationale tout d'un coup. On ne saurait pas quoi faire avec. C'est ça. Il bâtit tranquillement, puis on apprend tranquillement à faire le travail. Ça fait combien de temps que l'organisme est né maintenant? Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans, waouh. Ouais. Bah, vraiment, gloire à Dieu, Daniel, pour ce ministère que tu portes, que Dieu a déposé sur ton cœur. Et puis, si vous voulez soutenir l'organisation, vous pouvez aller sur le site internet talithakoumi.org, tout simplement pour pouvoir soutenir ou en tout cas découvrir le reportage photo également que tu as fait là-bas. Et vraiment, merci beaucoup d'être venu partager ce témoignage et pour ce travail que tu fais pour le royaume de Dieu avec ton épouse.